Commencez par la fermer. Je vous connais depuis 2 minutes et déjà je vous déteste. C'est vraiment dommage parce que moi je vous aime bien. Black Walsh, ancien flic à Chicago, a quitté la police parce qu'il refusait de collaborer avec un caïd de la drogue, Jimmy Serrano, qu'il était sur le point d'arrêter. Désormais chasseur de primes à Los Angeles, son patron, Eddie Moscone, le charge de retrouver Jonathan le Duc Mardukas, un comptable qui a volé plusieurs millions de dollars à Serrano. Je ne supporte pas l'avion. D'ailleurs, je suis également acrophobe et claustrophobe. Si vous n'êtes pas un peu plus coopératif, vous allez devenir nionphobe en plus. Seul encore une fois dans la grande salle de mon UGC à Bordeaux en septembre 88, allant voir tous les films sortant à l'époque, et quelle époque, je n'y allais pas pour De Niro, non, mais pour le nouveau film de celui qui m'avait tenu en haleine sur son flic de Beverly Hills 4 ans auparavant, Martin Brest, qui n'avait rien fait depuis. En star donc, Robert De Niro, à la fois touchant, en colère, drôle, la seule comédie d'ailleurs où je le trouve personnellement tout le temps excellent et qui va se retrouver avec le plus casse-burne des gars à ramener à la maison, le Duc, superbement interprété en mode casse-couille par Charles Grodin. $2, c'est tout ce que vous laissez? Ça fait 15%. Ah non, ça fait 13%. Ces gens-là n'ont que les pourboires pour vivre. Un road movie, matinée de buddy movie et que je voulais faire depuis un moment et qui était tout aussi demandé, mais comme d'habitude, j'ai pris mon temps. Escorter un homme à travers divers états par tous les transports disponibles, pourchassé par le FBI, un collègue chasseur de primes, la mafia, Midnight Run cumule les scènes d'action et les moments très drôles, sans jamais débandés, et ce pendant 2h06. C'est quoi ça encore, bordel? Un tournage qui va avoir lieu entre octobre 87 et février 88 en Arizona, dans plusieurs endroits, au Nevada, New York bien sûr, la Californie, et pour la scène de la rivière, ce sera la Nouvelle-Zélande. De quoi voir du pays. We've been in Manhattan. Went to Michigan, Chicago, Vegas. We've been in Globe, Arizona. Sedona, Arizona, Flagstaff, Arizona. Ça, c'est le genre de situation qui dégénère toujours et qui se termine par un bain de sang. We're on top of mountains. I'm in Boise, Idaho. To Los Angeles, to New Zealand, to Los Angeles, to New York. Frankly, I don't even plan to get on a bus for about 6 years. Vous êtes les chasseurs de primes les plus cons que j'ai jamais rencontrés. Martin Brest, malgré le pont d'or qui lui est offert, refuse de mettre en scène le second volet des aventures d'Axel Follet pour le flic de Beverly Hills 2 qui échouera dans les bras de Tony Scott, ce qui pour certains prouve qu'il a du goût. Bon, il n'aime pas les flics de Beverly Hills, on les emmerde. Jacques, vous devez savoir ce que vous dites, vous êtes maître de vos paroles. Pour ça, je vous le fais pas dire. D'ailleurs, j'en ai 2 sur le bout de la langue. Vous la fermez, votre gueule. Midnight Run part sur un sujet comme le film avec Eddie Murphy d'ailleurs, plutôt conventionnel au départ, mais la manière de l'aborder, elle ne l'est pas. Rappelez-vous qu'il avait été viré du projet War Games, repris par John Badham, film que Martin Brest considère comme un téléfilm de ce qu'il avait en tête. Ça fait rêver. Rappelez-vous qu'il avait déjà refusé le flic de Beverly Hills plusieurs fois puisque le projet était avec Sylvester Stallone, puis une fois qu'Eddie Murphy est embauché, il accepte le projet sous l'insistance des appels du producteur star Jerry Bruckheimer. Tu vas bien écouter ce que je te dis. Ne me prends pas la tête ou je lui fous une prune dans le ciboulot et je balance son cadavre dans les marais. Après le film Beverly Hills, il va prendre 2 ans d'année sabbatique et Martin Brest va se voir catalogué réalisateur de films d'action, ce qu'il ne voulait pas, en refusant le flic de Beverly Hills 2 et va enchaîner après Midnight Run sur le temps d'un week-end qui donnera son premier Oscar à Al Pacino, la rencontre avec Joe Black avant de sombrer dans l'oubli sur l'infâme chose qu'est le film Amour trouble avec Jennifer Lopez et Ben Affleck. Qui dit film basé sur les personnages dit scénariste de talent pour des dialogues ciselés, et c'est Georges Gallo qui en est l'auteur, avec des improvisations bien sûr des acteurs demandés par le réalisateur, mais dont Midnight Run en est le seul véritable exploit pour ce scénariste. Brest found that George Gallo's script was the most difficult he's ever shot. We must have around 30 scenes that normally would be the most difficult scene to shoot in a movie, but we have them like one after another. We go from like a shootout. Here to a car chase here, the helicopters there.
Il écrira les suites télévisuelles de Midnight Run, Les Bad Boys de Michael Bay ou Mon voisin le tueur de Howard Hutch. Pas de quoi pavoiser, et pourtant ici cela fonctionne de A à Z magnifiquement, comme quoi les miracles existent, d'autant que les deux personnages ont été écrits par Gallo en se basant sur ses propres parents et les fions qu'il s'envoyait en longueur de journée, l'un calme et l'autre très calculateur. La photographie du film est superbe et change en fonction des décors naturels grâce au très bon travail de Donald Itorin qui travaillait sur le solitaire de Michael Mann, Officier Gentleman et Contre toute attente de Taylor Hackford, le Purple Rain d'Albert Magnoli avec Notre Prince, Golden Child de Michael Ritchie, Haute Sécurité de John Flynn ou le Tango et Cash d'Andrei Konchalovsky et Albert Magnoli, dont vous avez les vidéos sur la chaîne pour les deux derniers. Doté ici d'un budget confortable de 30 millions de dollars, le film n'en récoltera que 90 millions, c'est modeste mais suffisant, dont 38 seulement aux États-Unis et plus de 564 000 entrées en France. J'ai une ex-femme et j'ai une fille à Chicago. Et elle supporte bien tous vos sarcasmes. À merveille, ça fait 9 ans que j'ai vu aucune des deux. Elle vous a fait souffrir? Mais, Je suis désolé. vous êtes désolé, pourquoi? Pour Martin Brest, Robert De Niro a une attitude de plus en plus rare que bon nombre de stars qui ont surtout pour effet de paralyser les décisions des réalisateurs. C'est pour lui la combinaison de ces deux acteurs qui vont rendre le projet intéressant et beaucoup d'improvisations seront donc les bienvenues sur le tournage, dont la meilleure phrase sur le sexe avec les animaux. Vous avez déjà eu des rapports sexuels avec un animal? Vous vous souvenez de ces volailles qu'on a vues à la réserve indienne? Demandé par Martin Brest à Charles Grodin afin de trouver une phrase qui pourrait faire craquer le Robert en plein tournage. Il y avait des poules assez craquantes dans le tas, Jack. Ça reste entre nous. C'est vrai que je m'en serais bien tiré une ou deux. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous présenter l'acteur que beaucoup de gens adulent littéralement, et avec ce film, il va plonger dans la comédie d'action, surtout après les deux films démentiels de l'année d'avant, Les Incorruptibles de Brian De Palma, où il y interprète un énorme Al Capone, et Angel Heart d'Alan Parker, maléfique en diable, dans le rôle de Louis Cypher, et c'est pour cela qu'il va chercher à tout prix de changer de style et accepter ce personnage. Salut, Gail. Salut. Tu vas bien? Ici, entre les insultes et les essais pour empêcher le duc de s'échapper, une scène absolument magnifique va nous déchirer le cul quand Welch va tomber sur sa fille qu'il n'a pas vue depuis longtemps et en besoin d'argent et d'une voiture. Il va aller voir son ex-femme pour l'aider et dès le premier regard qu'il jette sur celle-ci, on peut comprendre qu'il est toujours amoureux d'elle. Pouvoir laisser tomber ce boulot de merde à la con, tu peux comprendre ça, Gail? La jeune fille va aller jusqu'à offrir le peu d'argent de poche qu'elle a mis de côté, ce que son père ne peut que refuser. Il y a à peu près 180 $. Je garde des enfants. Je ne peux pas. Prends-les. Je ne peux pas. S'il te plaît. Un moment très touchant et interprété de façon magistrale. Les silences entre le père et la fille, ou entre Jack et son ex-femme, nous touchent en plein cœur et l'on sait que leur rencontre après tant de temps ne se renouvellera pas de sitôt. Magnifique moment qui nous tire les larmes, peut-être la meilleure scène du film d'ailleurs. Jack Walsh regarde sa montre en permanence, bien qu'elle ne marche plus. C'est une idée de l'acteur qui lui donne ce petit cachet personnel qui rajoute un plus, et c'est pour lui le premier cadeau de son ex-femme. Qu'est-ce qu'il y a entre vous et cette montre? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Hier, vous m'avez dit que vous attendiez de mieux me connaître. Il espère toujours qu'elle reviendra, amoureux d'elle qu'il est. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Je sais pas, quelque part dans ma tête, je me dis qu'un jour on se remettra ensemble. Ça a l'air idiot, mais je m'accroche à ça et je poirote à l'attendre. Midnight Run est un buddy movie, mais avec un Jack Walsh solitaire et fondamentalement triste, qui ne rêve que de raccrocher et prendre un repos bien mérité, comme sur le final, malgré son beau geste qui ne ressemble en rien à un final jubilatoire habituel cinématographique, mais poignant. Bonjour, sale enfoiré de merde! Hey, alors maintenant tu peux lui dire au revoir, sale taré de menteur de chiottes, parce que je le laisse partir. Le Bob est physiquement en super forme en plus, et ça, c'est que du bonheur. John Wesley, Jack Walsh est un des meilleurs rôles de Robert De Niro, le meilleur dans la comédie en tout cas pour moi, et je ne peux que vénérer la très belle version française du regretté Jack France. Je vous fous la gueule en marmelade, je vous reflanque dans votre trou à rat de merde, et je vous cale la tête dans la cuvette des chiottes, et je ferai tout pour qu'elle en sorte pas. Qui a ici bien compris quel personnage il interprétait, juste parfaitement. Avec ce que j'ai appris sur ces magouilles financières, j'en connais assez pour le faire mettre à l'ombre, lui et toute la bande de mafiosi avec qui il travaille.
Pour le rôle du duc, Cher fut envisagé mais le réalisateur refusa et le personnage fut proposé à Robin Williams qui va accepter de passer une audition, mais malheureusement celle de Charles Grodin se passe juste avant et l'interaction avec Robert De Niro fut si bonne que Martin Brest le choisit instantanément. Il y en a toujours un qui tombe, ils sont tellement gros, à la fin ils tombent. Jonathan Mardukas, dit le duc, est donc interprété tout en douceur et casse-couillitude par Charles Grodin, acteur excellent même s'il est plus connu outre-Atlantique que de par chez nous. Il va commencer sa carrière sur le 20 milieux sous les mers de Richard Fleischer et va jouer le connard Fred Wilson dans le King Kong de John Guillermin, cherchant du pétrole pour trouver un singe géant. La restauration, c'est très risqué comme placement. Plus de la moitié des cafés coulent en moins de 6 mois. Si j'étais votre comptable, je me verrais contraint de vous le déconseiller. Il trouvera le succès avec la série des films Beethoven 1 et 2 de Brian Levant et Rod Daniel et sera le pote de Kevin Kline, président d'un jour dans le film d'Ivan Reitman. Un duc qui ne veut qu'échapper à la mafia, à la mort, et qui sait que s'il est livré, c'est cette dernière qui l'attend. Vous allez me faire arrêter et vous savez qu'on me tuera en prison. Moi, c'est pas mon problème. C'est pas votre problème. Non. C'est pas votre problème. Il va utiliser toutes les ruses possibles pour empêcher Jack de le ramener et leur inimitié deviendra une belle amitié sur la fin. Charles Grodin meurt à 86 ans d'un cancer de la moelle osseuse le 18 mai 2021. Prends soin de toi. Toi aussi. Rendez-vous dans une autre vie. Rendez-vous dans une autre vie. C'est Michel Papineschi, voix de Robin Williams entre autres, qui est à sa voix française. Son vrai nom, c'est Mosley. C'est moi, Mosley. Alonzo Mosley, le responsable du FBI à la poursuite du duc et de Jack, va subir toutes les humiliations possibles. Merci pour toutes ces barres de rire. Jack lui a envolé son badge et Mosley les clopes de tout le monde. On m'a pas oublié? Ah, mais c'est la molinette. L'acteur reste d'un calme impérial et l'on sent ses hommes à côté tremblant de peur à l'idée qu'il pourrait craquer. Ça vient d'arriver. Ça va me faire de la peine. Le grand et regretté Yaphet Kotto joue le rôle à la perfection avec cette inimitable façon de rester froid quoi qu'il arrive, un rôle qu'il a adoré interpréter. J'ai intercepté-le aussi discrètement que possible. Descendez-le s'il le faut, mais virez-le. Il finira par aider notre Jack dans le final intense. Yaphet Kotto fut un acteur formidable, gangster dans le Thomas Crown de Norman Jewison, Parker bien sûr dans le Alien de Ridley Scott inoubliable, La Nuit des Juges de Peter Iams ou le Running Man de Paul Michael Glaser. C'est le grand Richard Darbois qui reprend le thème de la voix de Roger Meurthaut à sa voix française, formidable comme d'habitude. Tu sais bien que je t'adore, Jack, mais tu peux aller te faire foutre. Faut pas s'énerver. Nom de Dieu. Marvin. Marvin Dorfler est un collègue concurrent bien sûr, un chasseur de primes dans la même boîte que Jack. Il essaie de piquer le duc à Jack tout au long du film en lui faisant les pires crasses. Je suis vraiment le meilleur. Marvin? Salut, Jack. Sale con, hein. Il est hilarant de bêtises humaines, mais c'est un bonheur de toujours voir John Ashton que l'on avait adoré dans Les Flics de Beverly Hills sans Taggart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai tous les flics de la ville au cul, bordel. Il joue un petit rôle dans Les Aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8e dimension de W.D. Richter, joue le rôle du père de Keith dans La vie à l'envers d'Howard Dutch, produit par John Hughes, et reviendra cette année en 2024 dans le Axel F, 4e volet avec Eddie Murphy, où il reprend son rôle de Taggart. Jean-Paul Richepin est à sa voix française. Vous me dégommez Walsh, et toi tu dégommes le Duke, est-ce que c'est clair? Dès que j'ai les disquettes, vous me les dégommez tous les deux. Denis Farina, méchant du film en Jimmy Serrano, nous donne une performance sincère et parfaite. C'est une ordure au sourire ravageur comme seul cet acteur pouvait nous en donner. Je suis passé te voir pour te dire deux choses. La première, c'est que je vais te descendre ce soir. Ancien policier de Chicago de 1967 à 1985 à la brigade de lutte contre les cambriolages, il va être repéré par Michael Mann qui va lui donner son premier rôle à 37 ans dans Le Solitaire avec James Caan et grâce à lui tournera dans des épisodes de Deux flics à Miami. Je vais retrouver ta femme et je vais la tuer aussi. Puis l'agent spécial du FBI Jack Crawford dans Le Sixième Sens ou Manhunter de Michael Mann et la série créée par ce dernier, Les Incorruptibles de Chicago, dont il a le premier rôle. Ça te fait pas chier que ta femme se fasse sauter par un autre flic? On l'a aussi vu dans Piège en eau troupe de Roddy Harrington, Get Shorty de Barry Sonnenfeld ou Le Snatch de Guy Ritchie. Le grand Marc de Géorgie est en plus à sa voix française, ce qui est fabuleux. Ouais, j'espère que tu m'apportes d'excellentes nouvelles parce qu'il te reste exactement 5 heures. Non, Eddie, elles sont mauvaises. Hilarant est responsable des bureaux de chasseurs de primes attendant Jack dans un voyage qui ne finit jamais. Il fulmine, pète des câbles, insulte tout le monde, ayant une deadline pour ramener le duc.
Espèce de balai à chiottes, faux cul! Faux cul, t'es qu'une merde! Est-ce que t'as fini avec tes conneries? Espèce de couille molle! C'est lui qui engage Marvin et Jack et ne sait pas qu'il a une taupe pour la mafia dans ses bureaux. Il ne fait que hurler et se fait envoyer chier tout le film. Joe Pantoliano joue ce rôle parfait et a une très belle filmographie jusqu'à ce qu'on le remarque aux côtés de Tommy Lee Jones dans Le Fugitif d'Andrew Davis ou Les Bad Boys de Michael Bay et leur suite. Puis les Wachowski vont l'engager sur Bound et son rôle de Cypher dans le premier Matrix, le traître infâme dans le groupe de rebelles. Le duc, il est à côté de moi. Tu l'as? Déjà? Eh ben si je te le dis, tu veux dire bonjour? Philippe Pétieux est à sa voix française. C'est le demeuré numéro 1. Passe-moi le demeuré numéro 2. Salut Jim, il est à côté de moi, une seconde. Et enfin, en homme de main ou traître, nous avons Richard Furonji, Anthony et Robert Miranda au Joey. Je sais pas, il y avait tellement de flics qu'on pouvait rien voir. Ça grouillait de partout. Connu depuis dans des rôles plutôt identiques, et Jack Kehoe joue Jerry, le fameux traître. Un truc pareil, ça se fait. Je vais acheter des beignets au coin. Même Martin Brest joue un petit rôle dans le film, dans l'aéroport. Vous seriez même pas capable de livrer une bouteille de lait! Qui dit road movie dit musique de road movie. Aussi est-il étonnant de trouver à la composition de la musique de ce film Danny Elfman, qui va troquer ses musiques gothiques et uniques avec orchestre, ici délaissé, pour un groupe composé de plusieurs guitares, dont une électrique, une batterie, un harmonica, un accordéon, quelques percussions de plus, un piano ou un synthé, surtout utilisé sur le final, et deux basses, une acoustique et une électrique. Son style ici ne se reconnaît pas, et c'est tant mieux, tant la musique est absolument délicieuse et très réussie en forme de rock'n'roll et de blues, voire de country à leur meilleur. Des thèmes démentiels, et ce dès le générique du début, sur un disque MCA de belle facture, mais dans le désordre le plus complet. La musique est détendue du string, à l'instar de son film, et énergique au plus haut point. Encore une à ne point écouter en voiture sous peine d'accélérer dangereusement. Une musique à écouter le matin aussi, pour se donner la pêche, comme disent les vieux, comme moi, qui donne le ton, celui du divertissement et de l'amusement par des notes, une vraie réussite. Même Alonzo Mosley, à son thème, au style très blues, le transformant en personnage de comédie, pour ne pas dire comique. Les nouvelles sont bonnes ou mauvaises? La musique se détend, comme sur la visite chez son ex-femme et sa fille que Jack n'a pas vue depuis 9 ans. Et la scène finale à l'aéroport va nous donner, via les images et la musique combinée, un vrai grand moment de tension, une réussite indubitablement grâce au synthétiseur et la petite batterie qui rendent le moment tendu et sombre, seul morceau ne ressemblant à aucun autre du film, mais en tout point réussi. Qui t'es, toi, connard? Pourquoi t'écris un bouquin, espèce d'enfoiré? Qui c'est Charlot? Marvin, 100% fun et décomplexé, la musique de Midnight Run est absolument parfaite, l'écran magique du film qui par sa composition donne une âme de plus au personnage. Beaucoup de compositeurs s'inspireront de cette musique plus tard sans jamais l'égaler. Oui, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Une musique comme son film, un peu connue et à part dans la carrière du compositeur, dont le générique final, Try to Believe, interprété par Molly and the Beemen, est dans le disque, mais pas dans le film, puisque ce sera une version instrumentale de ce morceau qui sera utilisée et trouvable uniquement sur l'album Dongo Boingo, le groupe de Danny Elfman, titré Dark at the End of the Tunnel, une musique à posséder. Serrano a les disquettes. Cache-le, Jack. Serrano a les disquettes. Il a les disquettes, oui ou non? Marvin, regarde. Mais t'es Laisse tomber, regarde. Serrano a les disquettes. Serrano a les disquettes. Étonnamment, à la sortie du film, les critiques françaises seront loin d'être dithyrambiques et même seront assez virulentes, n'y voyant pas ce que Brest a su insuffler dans son film, de l'humanité. Pour eux, c'est une histoire vue des dizaines de fois, l'escorte d'un criminel par un héros, les deux poursuivis par tout un pan de personnages ou en couleur. Ces conneries ne servent strictement à rien tant qu'il n'aura pas pris les disquettes que tu lui apportes. Vous faites pas de soucis, je lui ferai prendre des disquettes. Il pense bien sûr, entre autres très bon, L'épreuve de force, 2 et avec Clint Eastwood, mais Midnight Run joue bien sur les personnages, tous, de nos fuyards à chaque membre des gentils aux méchants. Mais rien n'y fait, les critiques trouvent que le film n'est qu'une série B, voire un téléfilm, et en plus s'y ennuient, et trouvent que De Niro fait dans la pantalonnade. On croit rêver.
Denise ? 2024, je trouve des rubriques à gauche, à droite, et là c'est l'inverse. Le film a été réévalué, même pour ceux qui l'avaient cassé à l'époque. Preuve que le film de Martin Brest n'est pas aussi simple que ça à digérer et qu'il faut prendre le temps de le voir pour certains. Moi je me suis éclaté à cette vision et ce film, dont je vous conseille le Blu-ray avec le lien que vous avez en description, restera pour moi un classique indétrônable de ce qui se fait de mieux sur le film de genre, aux punchlines hilarantes et aux scènes d'action réussies. T'es tellement grande. 3 suites pour la télévision seront diffusées en 1994 avec Christopher McDonald dans le rôle de Jack Welch, avec comme titre Another Midnight Run, Midnight Runaround et Midnight Run for Your Life. Le 8 novembre 2021, on annonce qu'Universal est en train de développer une suite avec Regina Hall aux côtés de Robert De Niro en tant qu'acteur et producteur aussi, mais cette vraie suite semble être tombée dans l'oubli. Peur de l'avion, mon cul, oui, espèce de salaud! Descends là! Midnight Run est l'exact condensé d'histoire hollywoodienne de bonnes personnes embauchées pour le bon film, et le redécouvrir aujourd'hui est du pur bonheur, complètement sous-coté à l'époque et oublié de beaucoup encore aujourd'hui. Un film qui tient haut la barre du divertissement avec cette alternance entre les genres qu'il aborde, tartiné de dialogues savoureux dont les acteurs nous donnent une parfaite lecture. Le film, bien qu'hilarant et tendu comme un string sur le final, possède un rythme soutenu avec une petite mélancolie d'un héros finalement pas si classique que ça et que l'on a peu l'habitude de voir. Vous savez, je suis pas le genre de gars à vous dire que je vous avais prévenu. Un film absolument humain et l'on regrette que le trio n'ait pu se reformer pour nous redonner ce genre d'œuvre absolue dont personne ne parle. La mise en place des événements et personnages est une masterclass dans la narration, ce qui prouve avec ce film le savoir-faire indéniable de son réalisateur, avec un film qui se rapproche pour moi, dans son côté road movie, du film de John Landis, les Blues Brothers, indéniablement le grain de folie en moins bien sûr, mais téléfilm, je t'en foutrais du téléfilm, connard de critique de mes deux. Deux acteurs qui se renvoient la balle en permanence et qui nous donnent un très beau 7/6 pour un film qu'il faut revoir, ça passe crème ou découvrir pour se marrer un bon coup. Je vais pas abandonner maintenant. C'est trop tard. Ce serait vraiment trop con. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez les liens pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec live et vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, sweat, tablier de cuisine, bref plein de choses. Vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications et à bientôt pour du lourd. Bye bye. Vous auriez pas de la monnaie sur 1000 $? C'est quoi? C'est pour la caméra invisible? Tire-toi de là, Clodo!